Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de parler de la fratrie la plus connue de la littérature anglaise, voire même de la littérature mondiale. Il s'agit des frères et sœurs Brontë. Il y a tout un mythe qui tourne autour des sœurs particulièrement, comment des jeunes filles qui ont vécu au milieu de nulle part, qui n'ont pas eu une longue vie, donc qui ne connaissaient rien à la vie, ont pu écrire de tels chefs-d'œuvre. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'en fait, déjà cette assertion est problématique. D'abord, de qui parle-t-on? Est-ce qu'on se cantonne aux deux sœurs les plus connues, Charlotte et Emily, ou au contraire, est-ce qu'on élargit à Anne, qui est moins connue? Est-ce qu'on élargit aussi à Branwell, qui, à part des poèmes, n'a écrit aucune œuvre? Et enfin, quelles sont leurs œuvres mémorables et jusqu'à quel point? Il y a également une forme de sexisme lorsqu'on estime que les sœurs Brontë ont vécu en recluse, n'ont pas eu d'expérience amoureuse ou une longue vie de femme mariée, leur permettant de connaître la vie et donc d'écrire en conséquence des chefs-d'œuvre. Le fait d'estimer que parce qu'on n'a pas eu une vie trépidante, on ne peut pas écrire de chef-d'œuvre, c'est une assertion qui est quand même assez idiote et qui a de nombreux contre-exemples dans la littérature parmi les auteurs et les autrices. Chez les autrices, l'exemple le plus connu c'est quand même Emily Dickinson, une des plus grandes poétesses américaines, et parmi les hommes, on peut penser à Salinger, qui, après avoir écrit son chef-d'œuvre L'Attrape-Cœur, s'est reclus chez lui et n'a plus jamais donné d'interview, ni n'est apparu en public jusqu'à son décès. En plus, estimer que les sœurs Brontë ont été recluses, c'est factuellement faux, puisque Charlotte et Emily ont voyagé et séjourné en Belgique. Anne a également séjourné hors de son village natal de Haworth, et même si elles y ont passé une grande partie de leur vie, pour autant, elles ont eu une expérience de la vie, elles ne sont donc pas considérées comme recluses. Enfin, le mythe Brontë était déjà à l'œuvre de leur vivant, il est donc grand temps de redécouvrir leur vie réelle ou ce que nous en savons. Par ailleurs, on a tendance à romantiser leur vie par rapport à leur œuvre, c'est-à-dire à plaquer des scènes de leurs livres sur leur vie réelle, sur leurs expériences. Vous le verrez dans la vidéo, certaines choses sont en partie autobiographiques, mais au fond, ce qui importe, c'est pas tellement leur vie, c'est surtout leur œuvre. Ce qui compte, c'est de les lire. Personnellement, je les ai lus avant même de savoir qui elles étaient, avant de savoir tout ce qui était le mythe Brontë, et ça m'a suffi pour voir que j'étais en train de lire des chefs-d'œuvre. Rappelons tout d'abord quelques éléments biographiques succincts de la vie de cette famille. Le père, Patrick Brontë, était un pasteur irlandais qui s'est installé à Haworth. Il s'est marié à Maria Branwell, qui est morte en 1821. Il y a eu plusieurs naissances dans cette famille, Maria en 1814, Elisabeth en 1815, Charlotte en 1816, Patrick Branwell en 1817, Emily en 1818 et Anne en 1820. Les enfants ont été envoyés au pensionnat de Cowan Bridge, où Maria meurt de la tuberculose et des suites de mauvais traitements reçus en 1825. Elisabeth, qui y était aussi scolarisée, meurt à peu près un mois plus tard, probablement également de la tuberculose contractée à Cowan Bridge. Au moment de la mort d'Elisabeth, Charlotte et Emily, qui étaient aussi dans ce pensionnat, sont retirées et finissent leur scolarité à la maison. Après la mort de Maria et Elisabeth, il ne reste que 4 enfants dans la fratrie, qui sont donc ceux et celles qui ont écrit et dont les écrits sont parvenus jusqu'à nous. C'est donc par ordre de naissance Charlotte, Patrick Branwell qu'on appelle Branwell, Emily et Anne. Ils sont tous très proches, ils écrivent des petites histoires dans un monde imaginaire qui s'appelle Glass Town, mais celui-ci est bientôt séparé en deux, entre Angria, qui est développé par Charlotte et Branwell qui sont très proches, et Gondal, qui est développé par Emily et Anne. La production de Gondal malheureusement a disparu alors qu'il nous reste des éléments d'Angria. Plus tard, Charlotte et Emily vont au pensionnat de Roe Head, puis Emily en revient et Anne y va. Ensuite, Charlotte sera amenée à enseigner dans ce même pensionnat. En grandissant, il est décidé que Branwell deviendra peintre et ses sœurs doivent gagner leur vie comme enseignantes ou gouvernantes parce que leur famille est très modeste, voire pauvre. En attendant la gloire, Branwell trouve un poste de chef de gare à Ludendon Foot en 1841, mais l'expérience n'est pas très concluante.
Charlotte, ayant le projet d'ouvrir une école, décide d'aller se faire la main. Elle arrive à convaincre sa sœur Émilie de l'accompagner en 1842 en Belgique pour aller enseigner dans le pensionnat Heger, dont la directrice s'appelle Claire Zoé Heger-Parent. Ce pensionnat a en effet été recommandé par un proche de Patrick, donc le père. De son côté, Anne a une expérience de gouvernante dans plusieurs familles, dont les Robinson à Thorpe Green, et Branwell lui aussi sera enseignant pour cette même famille Robinson. Il y a un scandale peu clair entre Mrs. Robinson et Branwell, je vous en reparlerai plus tard, qui aboutit à ce que Anne et Branwell soient remerciés. Revenu chez eux, Branwell perd pied et sombre peu à peu dans l'alcoolisme. Il meurt en 1848. Parallèlement, Charlotte convainc ses sœurs de publier leurs œuvres sous pseudonyme, et ces œuvres rencontreront des succès divers. En 1848, Émilie meurt, et c'est au tour d'Anne de mourir en 1849. Il ne reste donc à ce stade-là que Charlotte et son père, et Charlotte continue ses efforts pour faire éditer ses œuvres ainsi que celles de ses sœurs. Elle se marie en 1854 avec le révérend Arthur Bell Nichols, qui était le vicaire de son père, et elle meurt pendant sa grossesse en 1855. Patrick Brontë, qui a survécu à tous ses enfants, meurt en 1861. Au-delà de ces quelques faits, il faut bien comprendre que la vision un peu romantique que nous avons de ces sœurs géniales qui se promènent dans la lande vient tout d'abord d'Elizabeth Gaskell, une autrice un petit peu moins connue, même si j'adore son chef-d'œuvre Nord et Sud et je vous le recommande chaudement. Elizabeth Gaskell était devenue, à la fin de la vie de celle-ci, l'amie de Charlotte, et elle a très fortement contribué à modeler ce que nous savons de leur vie. Elle a en effet écrit la première biographie de Charlotte à la demande du père Patrick. Elle a interrogé le père après qu'il ait perdu tous ses enfants pour connaître leur enfance, etc., etc. Cependant, elle est partie d'une idée préconçue dès sa première visite au presbytère de Haworth où vivaient les Brontë, et cette idée préconçue a modelé pour les 200 années suivantes toute la vision que nous avons de cette fratrie. Je vous cite ainsi Jean-Pierre Hall qui écrit dans sa biographie des Brontë que je vous recommande chaudement et qui m'a beaucoup aidé à faire cette vidéo. Jean-Pierre Hall dit ainsi à propos d'Elizabeth Gaskell: « Gaskell, en effet, aussi bien intentionnée soit-elle, n'arrive pas au presbytère sans un certain nombre d'idées préconçues. Son storytelling est déjà à l'œuvre, qui va bientôt construire la légende des Brontë, utilisant tous les éléments à sa disposition pour imposer l'image d'une Charlotte accablée par le destin, la géographie et le climat lugubre de ce coin du Yorkshire, un voisinage à peine sorti de l'âge de pierre, et surtout un père froid, tyrannique et sinistre. » Parmi les très nombreuses images d'Épinal qui règnent sur cette fratrie, je vous propose d'en examiner plusieurs. La première, c'est l'idée d'un presbytère et d'une ville, Haworth, qui serait lugubre. Il faut reconnaître à la décharge d'Elizabeth Gaskell que dès 1840, c'est-à-dire du vivant de la fratrie, les journaux locaux qualifiaient déjà ainsi Haworth, village 6 au milieu des marais et des montagnes, que l'on croyait, il y a peu encore, plongé dans un état de semi-barbarie. Donc ça ne nous aide pas à avoir une vision un petit peu plus positive et lumineuse de ce village. La vision d'Elizabeth Gaskell tend à imposer une certaine ambiance dans ce village. Pour citer Jean-Pierre Hall, Elizabeth Gaskell ne tarde guère à placer cette arrivée à Haworth sous le signe de la malédiction. Elle avait préparé le terrain en décrivant longuement l'arrivée au village, l'air lourd et assombri par la fumée provenant des demeures et des usines, puis, au fur et à mesure que la route monte, la végétation qui s'appauvrit ne prospère plus et se contente d'exister, sous la forme de pâles avoines verdâtres et faméliques, et enfin la maison qui jouxte un cimetière terriblement encombré de pierres tombales. La biographe se concentre sur les détails lugubres du décor, sur la pente abrupte et comme infranchissable, sans accorder une épithète à la vie du village, 5000 habitants tout de même à l'époque,
13 petites filatures, un médecin, un marchand de vin, un horloger, 5 bouchers, 2 confiseurs, 11 épiciers et 3 ébénistes. Élisabeth Gaskell le décrivant non comme ce qu'il était, un gros bourg en périphérie de la ville industrielle de Keighley, mais comme une sorte d'antichambre de l'enfer, située à l'extrême limite du monde civilisé, alors que Bradford, plus de 100 000 habitants à l'époque, se trouve à peine à 15 km. Quant aux dessins au crayon qu'elle réalise de l'église et du presbytère, avec les tombes au premier plan, ils semblent tout droit sortis d'un roman de Walpole ou de Mathurin. C'est un paysage mental que dessine en fait Gaskell. Une description stylisée, gothique, romantique, mettant l'accent sur l'éloignement et la solitude du presbytère, qui va devenir l'incontournable scène d'ouverture pour les biographies des Brontë. À l'évidence, elle cherche à créer une atmosphère, n'oublions pas sa principale activité, écrire des romans. De fait, l'importante mortalité à l'œuvre dans cette famille tend à donner un caractère lugubre, puisque le père survit à 6 de ses enfants, et tous meurent de maladie, ce qui nous paraît être un fait terrible, voire une forme de malédiction un peu diffuse, mais à l'époque c'était extrêmement classique. Un autre cliché que nous avons sur les Brontë, ce serait que leur père était particulièrement acariâtre. Ça, c'est vraiment une image que l'on doit à Élisabeth Gaskell, qui en donne une vision assez sinistre, alors que c'était lui qui lui avait demandé de rédiger une biographie de Charlotte. Je crois d'ailleurs qu'il a été assez peiné de cette image fausse qu'elle donnait de lui. Néanmoins, il faut reconnaître que Patrick Brontë est une personne assez rigide. C'était un pasteur méthodiste. Le méthodisme, c'est un mouvement hybride qui insiste sur l'importance de la foi dans les actes du quotidien, l'absence de déterminisme dans la prédestination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont nés pour aller au paradis et d'autres nés pour aller en enfer, et le méthodisme prône aussi une certaine modération dans la vie personnelle. Sur le plan politique, Patrick Brontë était assez conservateur, même s'il lisait et laissait à disposition de ses enfants des journaux de tous bords, qu'ils soient conservateurs ou libéraux. Il était très actif sur le plan social dans sa paroisse, ainsi une paroissienne qui était battue par son mari était venue prendre conseil auprès de lui, et il lui avait conseillé de quitter son mari, ce qui à l'époque était totalement scandaleux. On en reparlera. Et cet épisode a probablement inspiré sa fille Anne lorsqu'elle a rédigé La Dame du manoir de Whitefell Hall, où une femme décide de quitter son mari. En tout cas, Patrick Brontë a énormément travaillé à éveiller l'intellect et la créativité de ses enfants. Ils ont tous grandi en côtoyant les grands classiques de la littérature. Ainsi, à chaque école où ils sont allés, il a été noté leur très grande intelligence, leur grande culture. Il avait aussi des méthodes pédagogiques un petit peu étranges. Il y a un fameux épisode qui est l'épisode du masque, où dans leur enfance, il propose à ses enfants de lui parler sans retenue derrière un masque. Voici le témoignage qu'en donne lui-même Patrick Brontë. « Je commençai par la plus jeune, Anne, et lui demandai ce qu'elle désirait le plus. Elle répondit « L'âge et l'expérience ». Je demandai à la suivante, Émilie, ce que je devais faire de son frère. Elle répondit « Le raisonner, et s'il refuse d'écouter, le fouetter ». Je demandai à Branwell la meilleure façon de faire la différence entre l'intelligence d'un homme et celle d'une femme. Il répondit « En considérant la différence entre eux du point de vue du corps ». Je demandai ensuite à Charlotte quel était le meilleur livre du monde. Elle répondit « La Bible ». Je demandai à la suivante, Élisabeth, la meilleure règle d'éducation pour une femme. Elle me répondit « Ce qui lui permet de bien tenir sa maison ». Enfin, je demandai à la plus âgée, Maria, la meilleure façon de dépenser son temps. Elle répondit « En préparant son âme à une heureuse éternité ». Parmi les autres clichés, il y a le mythe de Poor Charlotte, c'est-à-dire la pauvre Charlotte. On imagine que toutes ces pauvres filles Brontë étaient évidemment ignorantes et malheureuses. Cette vision est liée à l'endroit où elles ont vécu, à cette image de père pasteur rigide, et à la dimension parfois un petit peu autobiographique de certaines de leurs œuvres, comme Jane Eyre.
Ce livre, qui est un de mes romans préférés de tous les temps, raconte l'histoire d'une jeune femme qui doit se battre toute sa vie dans un monde hostile aux personnes pauvres et sans qualité exceptionnelle. Elle-même grandit comme parent pauvre dans une famille qui la méprise, elle va dans un pensionnat où elle subit des brimades et où elle perd sa seule amie dans une épidémie, puis elle est employée comme gouvernante dans un château dont le maître est fascinant mais assez atypique et complexe, Mr. Rochester étant vraiment un archétype de ce qu'on appelle le héros byronien. Jane Eyre est un récit profondément féministe où la ténacité, le courage et la fidélité à ses valeurs est particulièrement valorisée. Dès sa sortie, les lecteurs ont perçu une dimension autobiographique, pensant que c'était une sorte de témoignage-testament d'une jeune gouvernante. Pourtant, le pseudonyme était bien masculin, c'était Currer Bell. De fait, Charlotte a eu des expériences d'enseignante et elle a eu un rapport d'amour-haine avec ce métier. Comme elle venait d'une famille assez pauvre, elle était obligée de travailler pour gagner sa vie, alors qu'à l'époque, il n'était pas valorisé particulièrement pour les femmes de travailler, c'était considéré comme dégradant, aliénant. Elle-même a une vision très négative des gouvernantes qu'elle considère comme des esclaves ultra qualifiés. Ainsi, dans sa correspondance que vous pouvez retrouver ici dans Lettres choisies de la famille Brontë chez Folio, elle dit à son éditeur « Il est vrai que le monde leur réclame une éblouissante liste de perfection. Pour 20 livres par an, il s'attend à trouver, réunis en la personne d'une seule femme, les compétences de toute une série de professeurs, mais c'est une expérience insensée et je crois qu'il vaut mieux s'y opposer que s'y plier. » Globalement, Charlotte, dans toutes ses lettres, n'a pas l'air d'apprécier le fait d'être gouvernante ou en tout cas d'être enseignante, puisque elle a plutôt eu des expériences d'enseignante et pas tellement de gouvernante, mais c'était la seule activité respectable pour une femme de la petite bourgeoisie qui essayait de gagner sa vie. Pour en revenir à Elizabeth Gaskell, elle a voulu dans sa biographie montrer que la dureté des œuvres des sœurs Brontë était liée à la dureté de leurs conditions de vie. Elle faisait cela pour répondre aux différentes accusations qui ont été portées contre les livres des Brontë lorsqu'ils ont été publiés. On a accusé ainsi les Brontë d'avoir commis des œuvres grossières, dégoûtantes, immorales. Ainsi, les personnages des Hauts de Hurlevent ont été jugés comme détestables et diaboliques. Dans Jane Eyre, on retrouve une peinture subversive des religieux et des pensionnats. Et dans La Dame du manoir de Whitefell Hall, qui a plusieurs titres selon les traductions en français, mais en anglais c'est The Tenant of Whitefell Hall, qui est l'œuvre de Anne. Le personnage principal est ultra subversif pour l'époque, puisque c'est une femme qui quitte son mari qui était alcoolique et violent. Et le fait de quitter son mari à l'époque était impensable, c'était vraiment totalement impossible. Les femmes qui vivaient cette situation étaient renvoyées à la nécessité d'être obéissantes, d'être résilientes et d'être pieuses. La romancière et suffragiste Mary Sinclair a dit ainsi à propos de ce roman « Le bruit de la porte de la chambre que Hélène claque au nez de son mari résonna à travers toute l'Angleterre victorienne. » Je reviendrai plus longuement sur ce roman La Dame du manoir de Whitefell Hall dans une prochaine vidéo. Une autre image que nous avons sur cette famille, c'est le rôle moindre accordé à Branwell. Le cas de Branwell, c'est un sujet assez complexe et sur lequel je reconnais que j'ai un avis un peu partial, je vous expliquerai pourquoi. Branwell a eu de l'importance parce que c'était le seul garçon de la famille, donc c'était celui pour qui on sacrifie tout, mais aussi celui qui avait pour mission de soutenir ses sœurs. C'était donc un privilège et un fardeau de naître garçon. Il était prédestiné à devenir peintre, même si honnêtement les seules œuvres que nous avons de lui sont des représentations de ses sœurs, donc ce sont les images que nous connaissons des Brontë et elles sont assez médiocres. Il devait candidater à l'Académie des Beaux-Arts à Londres, mais on ne sait pas si sa candidature a été refusée ou s'il ne l'a jamais envoyée. Il semble tirailler entre cette vocation qu'on lui impose. Bon, il faut quand même noter que toute la famille peignait, dessinait, donc c'était quelque chose d'important dans la famille, mais entre cette vocation imposée et la vocation qu'il aurait choisie et qu'il aurait préférée, c'est-à-dire l'écriture. En termes d'écriture, il s'investit beaucoup dans le monde d'Angria, le monde qu'il développe avec Charlotte, mais contrairement à ses sœurs, pour qui ces Juvenilia ont été des préfigurations de leurs chefs-d'œuvre à venir, a priori Branwell n'a écrit aucune œuvre d'envergure, contrairement à elle.
Il avait un comportement assez rebelle, assez provocateur, mais était toujours décrit par ses amis comme étant particulièrement spirituel et brillant. Ses amis ont d'ailleurs affirmé que Léo d'Hurlevent, avec son esthétique noire, frénétique, violente, ne pouvait pas être l'œuvre d'Emily, mais bien celle de Branwell. Son ami Francis Grundy a ainsi dit « Un livre aussi puissant que Wuthering Heights ne peut pas être l'œuvre d'une jeune fille comme Emily Brontë. » Emily elle-même aurait validé cette thèse, qui est assez étonnant, mais elle l'a peut-être fait pour avoir la paix, qui était la chose qu'elle prisait par-dessus tout, puisque Emily était aussi introvertie que Branwell était chaotique. Branwell a bien écrit de nombreux poèmes qui se situent dans l'univers d'Angria, mais étonnamment, il ne figure pas dans les premières publications des poèmes de la famille Brontë, dont la publication a été chapeautée par Charlotte. Le recueil de poésie qui contient donc des poèmes de Charlotte, Emily et Anne a été publié en 1848. Ça n'a pas vraiment été un best-seller puisqu'il ne s'en est vendu que 2 exemplaires, mais ça les a mises en selle et plus tard, elles ont publié les œuvres qu'on leur connaît. Le fait d'avoir évincé Branwell était probablement lié à la scission qui s'était faite entre lui et sa famille. Comme il était alcoolique, dépravé, endetté, il épuisait totalement son père et sa famille, à qui il demandait sans cesse de l'argent. Ses échecs répétés et son comportement antisocial l'ont donc évincé du projet d'édition des poèmes. Ses sœurs n'en pouvaient plus de lui, comme le montre cet extrait de la correspondance de Charlotte. Branwell plonge toute la maisonnée dans le chaos et le tumulte, en s'abandonnant à ses émotions. De jour comme de nuit, il ne laisse aucun repos à papa. Il se refuse à tout, sinon à boire et à faire notre chagrin à tous. Son état psychologique s'est dégradé en 1842 avec la mort de sa tante Elizabeth Branwell. Cette femme était venue habiter avec eux après la mort de leur mère en 1821, donc elle avait fait office de seconde mère. À sa mort, comme Charlotte et Emily sont en Belgique et que Anne est au pensionnat de Thorpe Green, seul Branwell et son père doivent assumer la charge du décès, des obsèques, etc. Pour la première fois et pendant un court instant dans ses lettres à ses amis, Branwell ne pose plus, il ne fait plus des ornementations stylistiques romantiques, il apparaît sincère et démuni, puisque ce décès rappelle en miroir celui de la mère 21 ans auparavant. Mais un épisode plus connu est souvent invoqué pour justifier la dégradation de l'état de Branwell, événement qui a peut-être d'ailleurs été instrumentalisé par Branwell lui-même. Je vous le disais, il était précepteur pour les Robinson à Thorpe Green alors que sa sœur était gouvernante, et il aurait eu une liaison avec la maîtresse de maison qui lui aurait promis de l'épouser à la mort de son mari. Lorsqu'il est chassé de son emploi et de la maison par Monsieur Robinson, il constate avec désespoir à la mort de son rival qu'il ne peut pas épouser Mrs. Robinson. Il espérait en effet avec ce mariage vivre avec la femme qu'il aime et accéder à un statut social auquel il n'aurait jamais pu prétendre sans cela. Mais Mrs. Robinson, se présentant au désespoir, lui indique qu'une clause dans le testament de son mari indique qu'elle serait déshéritée si jamais elle épousait Branwell. Pour autant, le testament de Monsieur Robinson ne contient aucune clause en ce genre. La seule personne déshéritée, c'est sa fille qui s'est enfuie avec un acteur. Cette histoire de testament, est-ce que c'est une pure invention romantique du jeune homme ? Est-ce que c'est le mensonge d'une Mrs. Robinson qui aurait envie de se débarrasser d'un prétendant encombrant et sans le sou ? Elle se remarie d'ailleurs assez rapidement et devient Lady Scott, donc elle aurait pu être effectivement attachée à faire un remariage qui lui permettait d'avoir une vraie assise dans la société, alors que le mariage avec Branwell l'aurait complètement coupée de son cercle d'amis initial et probablement de sa famille également. En fait, cette histoire, nous ne l'avons que par le biais de Branwell, dans les lettres qu'il a fait à ses amis et le récit que Charlotte en a fait à Elizabeth Gaskell, récit qu'elle tient probablement de son frère, donc c'est difficile de savoir qu'en penser de toute cette affaire. L'histoire d'ailleurs figurait dans la première édition de la biographie d'Elizabeth Gaskell, mais à la demande de la famille Robinson, les éditions suivantes en ont été expurgées. Quoi qu'il en soit, Branwell donne à son mal-être le nom de chagrin d'amour, puisqu'il meurt des suites de l'alcoolisme et d'une vie déréglée en 1848. À sa mort, au-delà du chagrin, c'est bien du dépit qu'exprime Charlotte dans une lettre à son éditeur.
Ce n'est pas le sentiment de ce que j'ai perdu qui fait couler mes pleurs, mais le naufrage d'un talent, le néant d'une promesse, l'extinction, morne et prématurée, d'un esprit fait pour répandre une ardente et vive lumière. De la vie pitoyable de Branwell Brontë, il en ressort de grandes contradictions. Plein d'énergie, il peine à accomplir réellement des choses, pris entre les grandes attentes familiales et son propre manque de confiance en lui. Se présentant comme un séducteur et un débaucheur auprès de ses amis, il se retrouve amoureux transi et malheureux. Jean-Pierre Hall analyse ainsi la récupération que Branwell fait lui-même de son chagrin d'amour. Hélas, si Branwell finit par admettre l'irrémédiable, il n'en parvient pas pour autant à sortir de l'ornière. Tout au long des courtes années qui lui restent à vivre, il ne détachera plus ses pensées de cette désastreuse aventure qu'au prix de toujours davantage d'alcool. Lydia Robinson va devenir le nom de son désespoir, un gigantesque brasier romantique dans lequel il se jette la tête la première pour échapper aux 1000 morsures de l'impitoyable réalité. Porté à ce haut degré d'incandescence, le chagrin d'amour sublime la cyclothymie, le manque d'assurance, la peur de la mort, l'amour-haine pour le père, la frustration du talent non reconnu, l'addiction, la haine de soi, et rend en quelque sorte l'effondrement de Branwell acceptable à ses propres yeux. L'intérêt porté par la postérité à Branwell est assez tardif, et c'est à Rebecca du Maurier que l'on doit en partie d'avoir sorti de l'oubli le frère maudit des 3 brillantes sœurs. Elle a en effet publié en 1960 un essai, Le monde infernal de Branwell Brontë. Voici le résumé figurant au 4e de couverture qui est assez significatif. Le secret des sœurs Brontë, leur frère Branwell. La clé de leur précocité inouïe, de leur imaginaire étrangement porté vers toutes les fièvres, Branwell encore. Leur lien, l'amour jaloux qu'elles ne cesseront de vouer à ce frère maudit mais préféré à elles, qui leur avait insufflé son génie et qui, parvenu à l'âge adulte et ayant depuis belle lurette brûlé toutes ses cartouches, n'eut plus que la force de se détruire. Le beau et inoubliable Heathcliff des Hauts de Hurlevent, c'est lui. Branwell est le prince des Brontë. Déchu, car ses sœurs, elles, peuvent mettre en œuvre leur talent quand lui peine à créer. Il est le grand sacrifié des Brontë, la part d'ombre de cette famille. L'ouvrage de Daphné du Maurier est à la fois une étude formidablement documentée et le plus troublant des romans vrais. Indéniablement, je trouve qu'il y a un effet très racoleur de la part de l'éditeur dans ce 4e de couverture, mais bon, après tout, c'est le jeu. Mais ce qui me gêne profondément dans cette citation que je vous en fais, c'est le fait que l'œuvre des sœurs doit tout à Branwell. Et là, on en revient au sexisme dont je parlais au début de la vidéo, c'est-à-dire que comme toutes les filles de l'époque, elles devaient céder le pas à leur frère, elles devaient rester dans son ombre, on ne dépensait pas d'argent pour leur éducation alors qu'on en dépensait pour leur frère, et leur frère est censé être un pilier et un protecteur, ce que Branwell n'a jamais été. Au contraire, il s'est avéré être un poids mort pour sa famille, et elles ont dû se débrouiller dans un monde qui leur laissait peu de place, elles qui étaient pauvres, pas très belles, et dont les seules qualités étaient l'intelligence, la créativité, et pour Charlotte la ténacité. Donc post-mortem, on leur enlève tout leur mérite au profit d'un frère qui, lui, n'a quasiment rien produit. Moi, je trouve ça profondément injuste. J'ai personnellement, et ça n'engage que moi, un avis assez négatif sur Branwell. Je trouve que les quelques lettres qu'on a de lui et qu'on retrouve dans les lettres choisies montrent un jeune homme qui pose beaucoup, qui se regarde énormément écrire, qui se donne de grands airs devant ses amis. Le langage y est boursouflé, ornementé, poseur. On retrouve ce même défaut dans ses poèmes qui sont quand même assez intéressants, je dois le dire. Par ailleurs, il me rappelle un petit peu le personnage de Lucien de Rubempré dans Illusion perdue de Balzac, ce frère chéri, choyé, pour qui on sacrifie tout et qui déçoit toutes vos attentes. Je suis en fait assez agacée par ce modèle familial qui pourtant est encore de nos jours assez courant, où on porte au nu le garçon et où on laisse dans l'ombre là où les filles. Honnêtement, personnellement, j'ai vraiment du mal à voir le génie dans les œuvres de Branwell que j'ai lues. Je les ai lues d'ailleurs dans ce livre qui s'appelle Le monde du dessous de Charlotte, Émilie, Anne et Branwell Brontë. C'est un recueil de leurs poèmes et aussi des extraits de lettres, de choses qui ont pu être écrites sur chacun d'eux.
Donc je vous disais, moi je vois pas vraiment le génie dans ces poèmes, même s'ils sont assez intéressants, et je le vois beaucoup plus dans les œuvres de Charlotte, d'Émilie et d'Anne. Bon, je me demande si le cadrage a pas changé pendant ma pause, mais bon, bref. Je trouve très bien qu'on cherche à sortir de l'obscurité Branwell, mais pour autant, il me semble qu'on exagère son génie et son impact sur l'œuvre de ses sœurs. Je suppose que, comme d'habitude, la vérité est à trouver dans la nuance. Comme ses sœurs, il était talentueux, mais contrairement à elle, il n'a pas su exploiter son talent. Maintenant qu'on a passé en revue les clichés sur leur vie, je vous propose de passer là à analyser la réception de leurs œuvres et les malentendus que ça a pu engendrer sur la vie et l'œuvre des Brontë. Je vous le disais, Branwell a été exclu du projet de publication fomenté par Charlotte, qui a réussi à convaincre ses sœurs en 1847, encouragée par la publication l'année précédente de leurs poèmes. Elles adoptent à ce moment-là un pseudonyme masculin qui reprend leurs initiales, Currer Bell pour Charlotte, Ellis Bell pour Emily et Acton Bell pour Anne. Elles publient 3 œuvres ensemble, ce qui se faisait à l'époque. Charlotte publie Jane Eyre, Emily publie Léo de Hurlevent et Anne publie Agnès Grey. Dès sa publication, Jane Eyre rencontre un immense succès qui ne se dément pas de nos jours. Alors que les 2 autres passent plus inaperçus, le chef-d'œuvre d'Emily notamment désarçonne pour sa violence. Dès lors, ce trio mystérieux intrigue et les spéculations vont bon train pour découvrir qui sont ces mystérieux 3 frères. Le choix d'un pseudonyme masculin est évidemment lié au fait que ça ne se faisait pas pour une femme d'écrire et d'être publiée, et en plus, c'était aussi le désir de rester tranquille, de garder un certain anonymat dans leur vie de tous les jours, et préserver aussi la réputation de leur père pasteur. Par ailleurs, choisir un pseudonyme masculin, c'est aussi un gage de considération. Charlotte tient particulièrement à être jugée pour son talent et non pas pour son genre. Elle le mentionne très souvent dans ses lettres à son amie Hélène Nessay, son éditeur, les critiques avec qui elle correspond. Donc cette affirmation de sa singularité et de son droit à être traité comme un être humain à part entière fait totalement sens avec le propos féministe tenu dans Jane Eyre, puisqu'elle y dit « Do you think I am an automaton? A machine without feelings? Do you think because I am poor, obscure, plain and little, I am soulless and heartless? You think wrong. I have as much soul as you, and full as much heart. I am not talking to you now through the medium of custom, conventionalities, nor even of mortal flesh. It is my spirit that addresses your spirit, just as if both had passed through the grave, and we stood at God's feet, equal as we are. Elle dit également « Je ne suis pas un oiseau, et aucun filet ne me prend au piège. Je suis un être humain libre et ayant une volonté indépendante que j'exerce maintenant pour vous quitter. » Pourtant, dès le début, ça partait mal. Leur père ne s'est jamais vraiment opposé à leur jeu d'écriture d'enfance, mais lorsque Charlotte s'est tournée vers des auteurs reconnus et qu'elle admirait pour leur demander un avis sur ses écrits, elle a essuyé une réponse assez paternaliste d'une de ses idoles, Robert Southey. « Les rêves éveillés dont vous avez pris l'habitude risquent de vous déranger l'esprit. La littérature ne peut pas être le travail d'une vie de femme, et elle ne doit pas l'être. Écrivez de la poésie pour l'amour de la poésie, pas dans un esprit d'émulation et dans un but de célébrité. » Il est visiblement assez fier de ses réponses à cet écervelé, puisqu'il dit dans une lettre à un de ses amis « J'ai envoyé une douche froide à la pauvre fille, et probablement qu'elle se souviendra de moi avec plaisir aussi longtemps qu'elle vivra. » Entre nous, je pense que sa réponse actuellement est plus connue que toutes ses œuvres.
juste rétribution pour sa réponse stupide. Charlotte lui répond pourtant et va dans son sens, assurant qu'elle a bien compris la leçon d'humilité qu'il lui a donnée. Elle optera donc pour un pseudonyme masculin et gardera son anonymat jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le choix. Toute sa vie, elle bataillera longtemps avec critiques et correspondants pour faire entendre sa voix et refuser l'assignation à son sexe et à son genre. Ainsi, elle dit à propos des critiques « À de tels juges, je voudrais pouvoir dire « Je ne dois être ni homme ni femme à vos yeux. C'est comme auteur, et auteur seulement, que je comparais devant vous. Ce n'est qu'en cette qualité que vous êtes fondé à me juger. C'est à ce seul titre que j'accepterai votre verdict. » Elle dit également directement à un critique « Je voudrais que vous ne songiez pas à moi comme à une femme. Je voudrais que tous les critiques se figurent Currer-Bell comme un homme. Ils le traiteraient avec plus d'équité. Vous me mesurerez sans cesse, je le sais, à l'aune des convenances que vous prétendez imposer à mon sexe. Et partout où je ne me serai pas confirmée à votre idéal de grâce féminine, vous me condamnerez. » C'est étonnant parce que la personne à qui elle adresse ces derniers mots, c'est George Henry Lewis, qui était le compagnon de George Eliot. Donc George Eliot, c'est une autrice fameuse du 19e siècle en Angleterre, qui est un peu plus jeune que la famille Brontë. Je crois que c'est plutôt la génération qui suit. Et il a vécu avec cette femme non mariée, puisqu'il n'était pas en capacité de divorcer. Et sa compagne George Eliot a écrit sous pseudonyme. Et elle a porté un discours relativement féministe. En tout cas, dans ses œuvres, il y a quand même un propos assez féministe. Donc on voit quand même qu'il éreinte Charlotte au titre que c'est une femme. Donc ça paraît vraiment très étonnant ce décalage entre la personne avec qui il a vécu et la personne qui l'incendie. On voit donc que dès l'origine, les malentendus sont légion sur ses œuvres. Mais ça ne touche pas que Charlotte. Émilie a été particulièrement victime de malentendus. Émilie est sans doute la sœur qui nous fascine le plus. En effet, elle a écrit une œuvre particulièrement subversive qui s'appelle Wuthering Heights, en français traduit selon les traductions par Les Hauts de Hurlevent ou bien Hurlevent. Cette œuvre pendant longtemps est restée assez incomprise. En effet, dès le début, c'est Jane Eyre qui a le plus de succès et qui a longtemps été considérée comme le chef-d'œuvre familial, au moins jusqu'au début du XXe siècle. Mais peu à peu, c'est bien l'unique roman d'Émilie qui est considéré comme supérieur, si tant est qu'il faille les classer. Disons que si Jane Eyre est un bijou en or, Les Hauts de Hurlevent est un diamant noir brut. Plus subversif, plus frénétique, il ne se laisse pas approcher facilement. Personnellement, à la première lecture, je l'ai détesté, alors qu'à la première lecture, j'ai adoré Jane Eyre. Personnellement, je l'ai lu pour la première fois à l'adolescence et je l'ai détesté, et encore maintenant je déteste le personnage de Cathy. Je l'ai relu il y a 2 ans, j'ai vu beaucoup plus toutes ses qualités et je me suis quand même un peu réconciliée avec lui. J'aimerais même le relire à nouveau, mais dans mon cœur je reste et je resterai toujours Team Charlotte puisque j'adore Jane Eyre, je vous le disais. Les Hauts de Hurlevent, c'est vraiment un roman qui défie toutes les conventions, qui prend à bras le corps le romantisme, le gothique, le fantastique, l'exploration psychologique, les considérations économiques et même raciales. C'est donc pas du tout étonnant qu'à l'époque, les critiques ne l'aient pas compris et l'aient rejeté. Même sa sœur Charlotte semble être passée à côté de ce roman, puisque après la mort de ses sœurs, elle commet une notice biographique sur Ellis et Acton Bell, comme préface à la réédition de leurs œuvres, et cette notice montre la partialité de Charlotte et son manque de compréhension du génie de ses sœurs. En effet, elle semble estimer de son devoir d'excuser les défauts du roman d'Émilie. Émilie, ayant vécu recluse, aurait été très impressionnée par, on cite Charlotte, « le voisinage de rustres illettrés et de hobereaux mal dégrossis », et donc Émilie, naïve, ne connaissant rien à la vie, aurait été très impressionnée par cette grossièreté et l'aurait retranscrite dans son roman. Finalement, selon Charlotte, ça serait presque par ignorance, par erreur, qu'Émilie aurait commis ce roman.
évidemment, il y a tout sauf de la grossièreté dans ce livre, et l'analyse des Hauts de Hurlevent montre au contraire les nombreuses références littéraires d'Émilie et la très grande maîtrise de la construction. Mais Émilie, comme son chef-d'œuvre, ne se dévoile pas facilement. Nous n'avons plus beaucoup de poèmes qu'elle aurait écrits, et encore Charlotte les a retouchés au moment de la publication, en enlevant certaines parties, en réécrivant des strophes, etc., etc. Enfin, je vous le disais, il ne reste plus grand-chose de Gondal, l'univers développé par Émilie et par Anne, et quasiment toute la correspondance d'Émilie a été perdue, contrairement à celle de Charlotte. C'est donc pourquoi beaucoup de choses sur la vie des Brontë nous parvient par le prisme de Charlotte. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment bien que vous reteniez pour comprendre notre compréhension actuelle de leur vie. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup par le prisme de Charlotte ? Ce qu'il en ressort de la personnalité d'Émilie, c'est que comme ses sœurs, elle était excessivement timide, peut-être même plus encore. Elle aimait énormément se promener sur la lande qu'elle a célébrée dans ses écrits. Elle aimait rester chez elle, faire le pain de la famille, qui était la tâche qui lui avait été répartie, puisque les sœurs s'étaient réparties différentes tâches ménagères pour soulager la servante Tabitha, qui n'arrivait plus à tout gérer puisqu'elle était assez âgée. Émilie a donné des cours au pensionnat Égée de Bruxelles, où elle était avec Charlotte, mais visiblement elle n'était pas très bonne professeure. Émilie semble donc avoir eu une très très riche vie intérieure, et avoir été une véritable introvertie, mais qui sait si sa correspondance ne nous aurait pas dévoilé une personne sensiblement différente. Un biopic a récemment mis la lumière sur la personne d'Émilie, en insistant sur la rivalité entre Charlotte et Émilie. Dans ce biopic, je ne l'ai pas vu, mais je vous cite ce que j'ai pu en lire. L'aînée Charlotte aurait été jalouse du talent de sa cadette, et Émilie aurait vécu une histoire d'amour qui aurait inspiré la passion tumultueuse dont il est question dans Les Hauts de Hurlevent. Je n'ai pas vu ce film, donc je veux pas trop me prononcer, mais de ce que j'ai entendu, donc les éléments que je retranscris ici, en fait, cet antagonisme est fantasmé et ça me paraît être vraiment mais n'importe quoi. En effet, en novembre 1848, alors qu'Émilie agonise, elle mourra d'ailleurs moins d'un mois plus tard, Charlotte dit dans sa correspondance « Il me semble que rien n'est plus cher à mon cœur en ce monde qu'Émilie ». Charlotte pleurera amèrement le décès de sa sœur et commémorera le premier anniversaire de sa mort, ce que, à ma connaissance, elle n'a pas fait pour ses autres frères et sœurs. Dans les lettres de Charlotte, Émilie semble avoir un statut un petit peu spécial, peut-être comme la sœur brillante qu'on aime et qu'on admire, mais qu'au fond, on ne comprend pas réellement. Dans le même genre de bêtises qu'on peut entendre sur Charlotte et sur Émilie, dans la préface du Monde du Dessous, donc le recueil dont je vous ai déjà parlé, et dans lequel on trouve notamment des poèmes de Branwell, le préfacier affirme de manière très étonnante « Effacer les traces. Tel est le souci majeur de Charlotte. Elle est petite, très petite, première en amour, première en haine, première en classe, première en tout, sauf en jeu, elle ne sait pas jouer, et en sport, elle ne sait pas courir. C'est une chipie, perverse et dévouée, qui voit tout, on se demande comment, car elle est très myope et refuse de porter des lunettes, fourre son nez partout, découvre par hasard, on rêve, les poèmes d'Émilie qui l'éblouissent, on le serait à moins, et arrache presque à coups de griffes le consentement de sa sœur pour qu'il soit publié. Plus tard, après la mort de Branwell et de ses sœurs, elle fouine encore, détruit tout ce qu'elle trouve, et sur les poèmes publiés ou à publier, ceux d'Émilie, biffe ici et là, change les titres, enlève une strophe, en écrit une autre à la place, industrieuse petite ouvrière. Effacer. Charlotte sait qu'elle lutte en vain. Elle a beau effacer, quelque chose revient. Il est vain de lutter contre l'éternel retour. Qui a jamais effacé les traces du désir ? Elle le sait depuis le début. Elle en a fait l'expérience et a mis au point une technique. Quand le monde qui l'entoure fait obstacle à la vision, elle sait comment le néantiser. Pour l'effacer, lui être aveugle, laisser toute la place à la vision et en tirer le maximum de jouissance, elle écrit les yeux fermés. C'est, mais,
n'importe quoi en fait. Je ne sais pas d'où l'auteur tire cette vision d'une Charlotte qui adore effacer. Alors c'est vrai que, je vous le disais, elle a retouché les poèmes d'Émilie et c'est très dommageable, mais pour autant, au contraire, elle s'est battue pour les faire publier. Effectivement, on peut avoir des doutes sur le côté découvrir par hasard des écrits de sa sœur, mais en tout cas, vraiment, moi je vois pas comment on peut imaginer que son désir s'est d'effacer, qu'elle comprenne mal, qu'elle retouche, ça indéniablement et évidemment on le déplore, mais vraiment cette espèce de diabolisation de Charlotte, pour moi, est... Enfin, je sais pas, je la trouve choquante. Après, vous avez compris que j'adore Charlotte et j'adore défendre Charlotte, même si elle a des défauts. Mais voilà, je vous dis en tout cas, pour moi, les malentendus, mais énormes, qu'on peut trouver sur ses sœurs et sur leurs œuvres. Je vous le disais, Charlotte a probablement pas très bien compris sa sœur, ou en tout cas au moins son œuvre. Et pour moi, le même malentendu semble régner, et peut-être même plus encore, entre Charlotte et Anne. Dans les lettres de Charlotte et dans la notice biographique qu'elle fait d'Acton Bell, Anne est présentée comme une petite créature douce, gentille, chétive, très pieuse, etc. Ce portrait tranche énormément avec le tableau sans concession et virulent du métier de gouvernante que fait Anne dans son roman Agnès Grey, métier qu'elle a exercé, puisque dans ce métier elle dépeint le calvaire de la vie d'une gouvernante et la cruauté des enfants. Il faut à tout le moins être sacrément observatrice, lucide et intelligente pour arriver à écrire des choses pareilles. Pareillement dans La Dame du manoir de Whitefell Hall, que vous voyez aussi traduit sous le titre La locataire de Whitefell Hall. Dans ce roman, Anne fait un portrait implacable de l'hypocrisie et de la débauche de Huntington, un dépravé qui fait vivre un enfer à sa femme et qui cherche à pervertir son propre fils. Ce roman est, à mon avis, bien plus féministe et audacieux dans la dénonciation qu'il fait que les autres romans de ses sœurs, puisqu'il critique ouvertement l'institution du mariage, le pouvoir total que les maris ont sur leurs femmes, et l'absence d'éducation des filles à la vraie vie, un sujet que Charlotte abordera aussi dans Jane Eyre. Ainsi, dans ce livre, Anne dit « D'accord, mais utiliseriez-vous les mêmes arguments en ce qui concerne l'éducation d'une fille ? Certainement non. Non, elle serait traitée comme une fragile fleur de serre, on lui apprendrait à s'accrocher aux autres, on la protégerait du vice de toutes les façons imaginables. Soyez assez gentil pour me dire pourquoi une telle différence ? Serait-ce parce que vous croyez qu'une fille n'a pas de vertu ? Loin de moi cette idée. Vous affirmez cependant que seule la tentation peut provoquer la vertu, que d'autre part, elle doit être écartée de toute tentation, protégée contre le vice ou tout ce qui s'en rapproche. J'en déduis qu'elle est essentiellement si vicieuse ou si faible d'esprit qu'elle ne peut résister à la tentation, que si elle peut demeurer pure et innocente aussi longtemps qu'elle est tenue dans l'ignorance du péché, elle devient une pécheresse dès qu'on lui ouvre les yeux, que plus grande sera sa connaissance du mal, plus grande sera sa liberté, plus profonde sa corruption, tandis que le sexe fort, lui, a une tendance naturelle vers la bonté, car il est protégé par une force morale supérieure qui se développe chaque fois qu'elle se trouve en face du danger. Le ciel m'est témoin que je n'ai rien dit de semblable, dis-je dès que je pus placer un mot. C'est donc que vous pensez qu'ils sont tous les deux faibles et faillibles, mais que si la moindre erreur, l'ombre seule du vice sont néfastes à l'éducation d'une fille, le caractère d'un garçon s'en trouvera fortifié et purifié, et un contact fortuit avec le fruit défendu ne pourra que parachever son éducation. Si je puis me servir de votre comparaison, une telle expérience sera pour lui comme la tempête qui attaque le chêne. Si elle arrache les feuilles et brise les jeunes rameaux, elle accroche plus solidement ses racines dans le sol et durcit les fibres de son écorce. Selon vous, nos fils devront tenter toutes les expériences, tandis que nos filles ne pourront même pas profiter de l'expérience des autres. Je voudrais, moi, qu'elles profitent de l'expérience des autres,
qu'elle sache choisir entre le bien et le mal, et que mon fils ne soit pas obligé de tenter toutes les expériences pour savoir qu'il est des lois qui ne peuvent être transgressées. Je n'enverrai pas une jeune fille innocente et désarmée dans le vaste monde, mais je ne voudrais pas, en l'enfermant à l'abri de ses ennemis, la désarmer, lui faire perdre la force de se défendre elle-même. Mais je ne peux penser un seul instant que mon fils deviendra ce que vous appelez un homme du monde, un homme qui a tout vu et qui se vante de son expérience. Même si cette expérience doit l'aider à devenir un citoyen respectable. Je préférerais mourir demain, répéta-t-elle sérieusement, en serrant l'enfant contre elle et en lui baisant passionnément le front. Autre citation très subversive d'Anne Brontë. « Je puis seulement affirmer qu'il serait préférable de faire un coup d'État, maintenant, de désappointer mère, frère et fiancés, plutôt que de risquer de passer toute une vie dans la douleur et les vains regrets. » Et enfin, petite bombe. « Si c'est là ce que tu attends du mariage, Esther, choisis bien ton mari. Peut-être même vaudrait-il mieux que tu restes célibataire. » Incroyable! Comment vous voulez qu'une fille qui soit chétive, pieuse, gentille et douce, en fait, ponde des trucs pareils? C'est vraiment un être profondément intelligent, réfléchi, observateur, alors certes qui était peut-être très discrète et qui disait pas grand-chose, mais qui pour autant, n'en perdait pas une miette. Donc je pense que Charlotte n'a pas compris sa sœur, en tout cas, ce qu'il en ressort dans ses lettres, c'est pas du tout ce que nous on soupçonne en lisant ses livres. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que je reviendrai dans une prochaine, peut-être la prochaine vidéo, sur ce roman d'Anne Brontë. Donc j'en parlerai pas plus avant ici, mais je pense que l'œuvre d'Anne est globalement très sous-cotée et beaucoup plus féministe que celle de ses sœurs. Pour autant, je la placerai pas au même niveau que Léo de Hurlevent ou Jane Eyre. En tout cas, La Dame du manoir de Whitefell Hall, j'ai pas lu Agnès Grey. Pourquoi est-ce que je les place pas au même niveau? Parce que je trouve qu'au niveau de la construction, c'est beaucoup plus faible. La structure narrative de La Dame du manoir de Whitefell Hall est copiée sur le roman d'Emily, mais beaucoup plus maladroite, et l'ambiance est beaucoup moins bien retranscrite que dans les œuvres de ses sœurs. Mais je pense que l'œuvre d'Anne mérite d'être redécouverte, et personnellement, j'ai bien l'intention de continuer à la lire, et de lire particulièrement Agnès Grey. On voit donc que Charlotte a probablement mal compris l'œuvre d'Emily et l'œuvre, voire même la vie d'Anne, mais il faut pas trop en vouloir à Charlotte non plus, parce que c'est quand même elle qui a poussé ses sœurs à se faire éditer, c'est elle qui s'est battue, qui a été l'interlocutrice des éditeurs et des critiques et du monde extérieur pour expliquer leurs œuvres. Sans elle, Emily aurait probablement détruit tout son travail et Cathy continuerait à taper à la vitre sans que nous l'entendions. Dès le XIXe siècle, certains auteurs et critiques se sont offusqués de la trop grande place que l'on faisait à la biographie des Brontë au détriment de leurs œuvres. En effet, à la parution de la biographie d'Elizabeth Gaskell, le critique William Roscoe fustige la pollution de l'œuvre par la vie privée dans cette biographie. Plus tard, Henry James prolongera ce propos avec des termes qui, pour être honnêtes, sont à l'origine de cette vidéo et disent brillamment et en peu de temps ce que j'essaie de vous expliquer depuis 1 heure. La situation personnelle des 3 sœurs a été marquée d'une manière si prononcée qu'elle est devenue pour nous la tonalité même de leur production. Elle prend la place de leur sujet, de leur esprit, de leur style, de leur talent, de leur goût. C'est réellement le gâchis intellectuel le plus absolu. Il dit ensuite « La littérature est le résultat objectif d'un projet, la vie en est la cause inconsciente, troublée, tumultueuse. Cependant, au sujet des Brontë, la mode n'a fait que mélanger si bien la cause et le résultat que nous n'arrivons plus à discerner, en présence de telles extases, ce que nous avons en main et ce dont nous parlons. » En fait, pour l'anecdote, quand j'ai lu cette biographie faite par Jean-Pierre Hall, qui est vraiment super, que je vous recommande à 2000%, en fait, j'ai tout le long de la lecture, je me suis dit « Ah super, je vais faire une vidéo sur la vie des Brontë, ça va être vachement intéressant ». Et en fait, en lisant ça, je me suis dit « Ah non, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas faire une vidéo sur la vie des Brontë ». D'abord, je me suis dit, en fait, ça doit exister, il doit y en avoir qui sont vachement mieux faites que ce que toi, tu pourrais faire.
Et je me suis dit, mais tu es en train de sombrer dans cette espèce de Brontë-mania, et donc ça a perdu tout sens en fait à la lecture de la fin de cette biographie, de ce que disait Henry James, etc., de toute cette partie que développe Jean-Pierre Hall. Je me suis dit, ça n'a pas de sens de faire une vidéo biographique, il faut que tu fasses une vidéo qui montre que, et ça c'est vraiment mon propos ici, il faut arrêter de romantiser la vie des Brontë, c'est vachement important leur vie, mais ce qui compte avant tout, c'est quand même leurs œuvres. Pour en revenir à Charlotte, elle sera peu à peu rejointe au Panthéon par ses sœurs, et même d'une certaine manière par son frère, je vous l'ai montré. En effet, à partir de la fin du 19e et au début du 20e siècle, le chef-d'œuvre d'Émilie sera reconnu à sa juste valeur, l'œuvre d'Anne sera saluée, et Branwell sortira de son enfer. D'immenses auteurs depuis ont loué le talent de cette fratrie, c'est le cas de Virginia Woolf, de Sioran, des surréalistes, de Bataille, etc. Je vous lis ainsi la vision que Virginia Woolf avait de l'œuvre des sœurs et comment Jean-Pierre Hall conclut son livre. « Toute sa force, écrit-elle à propos de Charlotte, force d'autant plus intense qu'elle est contenue, tient dans cette affirmation « J'aime, je déteste, je souffre ». Sublimé par l'écriture, le besoin d'amour de Currer Bell, dont Thackeray et Martineau se moquaient, continue de toucher le lecteur aujourd'hui. Plus abstraite, plus métaphysique, considérant l'effroyable désordre régnant dans l'univers, Émilie a senti en elle la force de l'ordonner dans un livre. D'un côté, une littérature de l'intime, de la confession à peine voilée, de l'autre, une architecture de l'imaginaire. Les deux sœurs se complètent également sous un autre angle, celui de l'ambivalence fondamentale de tout projet littéraire. Si l'œuvre s'élabore dans l'ombre, elle a besoin de la lumière pour être transmise. Jalouse de son jardin secret, Émilie n'aurait peut-être jamais cherché à faire éditer son travail sans la volonté de divulgation de Charlotte. Sans ce désir de gloire de Currer Bell, il n'y aurait pas eu de Bell du tout, et l'extraordinaire échafaudage mental commencé le jour où Branwell partagea avec ses sœurs 12 petits soldats de bois n'aurait surplombé que le néant. Au-delà de la question des Brontë, ce que leur cas soulève, c'est la question du rapport entre notre perception de la vie d'un auteur ou d'une autrice et la lecture que nous en faisons. Il y a un débat qui pourrait animer de longues heures de discussion entre deux amoureux de la littérature, c'est celui de l'œuvre ou l'auteur. Un texte qui incarne bien ce débat, c'est le recueil de critiques de Marcel Proust qui s'intitule Contre Sainte-Beuve. D'après Proust, Sainte-Beuve, fameux critique littéraire du XIXe siècle, avait tendance à ne lire une œuvre qu'au prisme de la biographie de son auteur. En fait, Sainte-Beuve avait les références de son temps puisqu'il prétendait avoir une approche scientifique. Il estimait qu'une œuvre était la représentation d'une intention poétique et des qualités de son auteur. Cette vision positiviste lui a permis de déceler le talent de Flaubert, mais l'a fait passer complètement à côté des œuvres de Baudelaire et Nerval, qui avaient des vies beaucoup plus déréglées. Pour autant, faire fi de la biographie d'un auteur peut entraîner de mauvaises analyses. J'ai eu l'occasion dans une vidéo dont je vous mettrai le lien en description de dire tout l'amour que je portais à l'œuvre de Claude Simon, et on ne peut pas comprendre pleinement l'œuvre de cet auteur si on ne parle pas de ses origines malgaches, du fait qu'il a participé à la drôle de guerre, du fait qu'il a grandi dans la région de Perpignan, etc., etc. Le texte de Marcel Proust est paru de manière posthume en 1951 et il est évidemment beaucoup plus subtil qu'une simple négation de la corporéité de l'auteur. Ainsi, Proust a mis énormément de lui-même dans son grand œuvre La recherche du temps perdu, mais son œuvre ne peut pas être réduite à cette simple lecture autobiographique. Dans les années 60-70, le mouvement structuraliste a développé peu ou prou la même idée que Proust. Ainsi, Roland Barthes, dans son célèbre texte La mort de l'auteur en 1968, disait « Pour rendre à la lecture son avenir, il faut renverser le mythe. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. » Exit donc l'intention prônée par Sainte-Beuve. Adieu la biographie, le texte est un ensemble de signes qui se suffisent par eux-mêmes. Tzvetan Todorov, dans Introduction à la littérature fantastique en 1970,
et Gérard Genette dans Figure 3 en 1972, puis Discours du récit en 72 également, ont abondé dans ce sens. Ils prônaient, comme Sainte-Beuve, une approche scientifique, mais cette fois-ci, la science s'appliquait non pas à la biographie de l'auteur, mais au texte lui-même. Le texte a une structure, il s'inscrit ou au contraire, il trahit les codes de son genre. Bref, il existe par lui-même. Les structuralistes se revendiquaient des formalistes russes comme Roman Jakobson qui disait « L'objet de la science littéraire n'est pas la littérature, mais la littérarité, c'est-à-dire ce qui fait d'une œuvre donnée une œuvre littéraire. » Le structuralisme préfère donc à l'auteur l'analyse des structures textuelles. Après, les structuralistes sont venus les post-structuralistes qui ont un petit peu nuancé ce propos. En effet, à la fin du XXe siècle s'est développée la critique génétique, c'est-à-dire l'étude des manuscrits, des brouillons, etc. Et en parallèle se sont développés les cultural studies, les gender studies, les études postcoloniales ou décoloniales, qui entendent aussi démontrer les constructions structurelles à l'œuvre dans une œuvre ou une pensée. Michel Foucault nuançait ainsi les propos de Roland Barthes en actant la fonction auteur, c'est-à-dire la participation de l'auteur à l'organisation du discours qui deviendra un texte. Il disait ainsi dans sa conférence en 1969 « Qu'est-ce qu'un auteur ?» L'auteur est un certain principe fonctionnel par lequel, dans notre culture, on délimite, on exclut, on sélectionne. L'auteur est donc la figure idéologique par laquelle on conjure la prolifération du sens. Jacques Derrida, lui, dans De la grammatologie en 1967, estimait que le texte dépassait l'auteur. Je ne sais pas si cette idée est de lui, mais certains parlent d'un écosystème littéraire qui engloberait auteur, lecteur, texte, contexte, etc., etc. Pour en revenir au Brontë, le but n'est pas ici d'éclipser les autrices, l'auteur ou leur texte, c'est plutôt de dire qu'on a peut-être un peu perdu de vue leur texte, et faire cela, c'est entrer en contradiction avec leurs intentions, en tout cas celle de Charlotte, puisque son intention était avant tout d'être lue. De nos jours, il me semble que leur vie, ou plutôt l'image que nous en avons, comme le dit Henry James, est devenue une œuvre à part entière. Elle s'inscrit dans un ensemble d'esthétiques qui fleurit particulièrement sur internet et sur les réseaux sociaux, puisque le seul nom de Brontë charrie des images de dark academia, de romantisme, de gothique, de mélancolie, de cottagecore, de culture anglaise, d'automne, d'une idée de coziness, d'être cosy, de lande brumeuse, etc. Honnêtement, moi aussi j'adore ces esthétiques, je suis allée visiter la maison des Brontë le mois dernier. C'est pas un hasard si je vous propose un mois dédié aux Brontë au mois d'octobre. Je l'ai pas fait en février, je l'ai pas fait en juillet, j'ai choisi de le faire à ce moment-là parce que il y a aussi toute cette esthétique qui vient dedans. Donc voilà, je critique mais je m'englobe aussi dedans, j'y participe aussi, je le reconnais. Il faut avoir conscience aussi que ce faisceau esthétique, c'est aussi une construction marketing, puisque dès le mois d'août sur Instagram, on voit fleurir les feuilles d'automne, ce qui donne envie de redécorer sa maison avec plein de citrouilles, d'avoir un super plaid et un super thé avec un super mug pour lire tranquillement avec son chat. Et ensuite, toute cette décoration sera évidemment remplacée par la déco de Noël, puis par celle du printemps, etc., etc. Il faut aussi pas oublier que les esthétiques cottagecore, dark academia, etc. ont des aspects très problématiques puisqu'elles valorisent une vision passéiste et nationaliste, européano-centrée, élitiste et exclusivement blanche. Donc réfléchissez-y à deux fois avant de vous plonger corps et âme dans ces esthétiques fantasmées du passé. Également le fait de personnifier à ce point les Brontë, c'est aussi participer au vedettariat qui marche vachement bien en littérature. On incarne, on personnifie les textes à l'aune de la vie de leurs autrices en oubliant tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'on connaît assez mal leur vie, leurs pensées, leurs textes épars et perdus. Bref, même si leur vie éclaire bien des aspects de leur œuvre et peut être une inspiration pour chacun et chacune, il me semble qu'il faut avant tout les lire ou les relire pour apprécier tout ce pourquoi elles ont travaillé et se sont battues, leurs écrits. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous plonger ou de vous replonger
dans l'œuvre de cette fratrie, qui est la plus connue de la littérature anglaise et mondiale. Je vous rappelle juste les 2 livres qui m'ont beaucoup aidé à faire cette vidéo, c'est Les Brontë de Jean-Pierre Holl, une superbe biographie que je vous conseille à 2000%, et les lettres choisies de la famille Brontë, qui sont également extrêmement intéressantes pour comprendre leurs pensées et la reconstruction de leurs œuvres, surtout pour le cas de Charlotte, puisque ce sont surtout des lettres de Charlotte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les œuvres de cette fratrie, ce que vous en avez pensé. Vous me retrouverez également sur Instagram où je suis active. J'en profite également pour vous rappeler qu'au mois d'octobre cette année, je vous propose une lecture commune, c'est lire Shirley de Charlotte Brontë. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, faites-moi signe sur Instagram pour que je vous intègre au petit groupe de discussion. Je ferai un live a priori au mois de novembre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications. Vous pourrez me retrouver sur Instagram où je suis active. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.